Alors dès qu'on touche à la photo, clairement on ne manque jamais de vidéos ou d'articles qui parlent de matos. Ça c'est sûr, on n'en manque pas. Ah oui, comme ta vidéo sur le 35 mm. Oui, par exemple. Ou celle sur les sacs aussi. Bon, tu veux pas aller te reconfiner dans une autre pièce par hasard? Donc on ne manque pas de matière en ce qui concerne le matos, mais dès qu'il s'agit de nourrir sa culture photo et son inspiration, c'est un petit peu plus light en termes de contenu, ou en tout cas nettement moins visible. Et aujourd'hui, une chose est sûre, on ne parlera pas matos. Enfin, presque pas. Vous ne faites pas une photographie uniquement avec votre appareil photo. Vous apportez à l'acte photographique toutes les images que vous avez vues, les livres que vous avez lus, les musiques que vous avez entendues, les gens que vous avez aimés. Ansel Adams. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'un genre un peu nouveau parce qu'on va parler d'un photographe et un photographe qui me tient énormément à cœur puisqu'il est certainement le photographe de paysage le plus influent du XXe siècle. On va parler d'Ansel Adams. Alors, Ansel Adams est né en 1902 à San Francisco et c'est à l'âge de 14 ans qu'il va devenir intéressant pour nous puisqu'il va recevoir son premier appareil photo, un Brownie numéro 1 de chez Kodak. Équipé de cet appareil offert par ses parents, il va arpenter les sentiers du parc de Yosemite et il va véritablement tomber amoureux de cet espace sauvage. Il va d'ailleurs produire sa première série de photos qui vont lui laisser un goût un peu amer car elles ne retranscrivent pas du tout l'émotion qu'il a ressentie en admirant ces paysages majestueux. Il aime tellement Yosemite qu'il va tout faire pour y passer un maximum de temps jusqu'à devenir le gardien du lodge, puis guide et photographe du Sierra Club et ainsi passer les 4 étés suivants dans le parc. Le Sierra Club va d'ailleurs lui permettre sa toute première publication de photos dans le magazine du club en 1922. En 1927, à 25 ans, Adams commence à envisager une carrière dans la photographie et il va vivre cette année-là une expérience qui va changer sa vie et sa carrière. Il va s'abonner à cette chaîne. Alors du coup, si vous aussi vous aimez la photo et que vous avez envie d'une grande et belle carrière, eh ben n'hésitez plus, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Plus sérieusement, le 10 avril 1927, Adams, sa fiancée Virginia Best et 3 amis proches partent randonner du côté du Grizzly Peak pour aller prendre en photo une des faces de l'emblématique Half Dome de Yosemite. Lorsque le groupe atteint enfin le diving board, un affleurement escarpé à plus de 1000 mètres au-dessus de la vallée, Adams a une vision très claire de la photo qu'il souhaite obtenir. Il visualise dans son esprit ce qu'il veut faire apparaître au développement. Du coup, au début, il fait une exposition à l'aide d'un filtre jaune qui donnera ce cliché, mais il le remplace immédiatement par un filtre rouge foncé qui va assombrir le ciel, rendre les ombres plus marquées et la lumière plus vive. Il va réduire son ouverture pour avoir un maximum de détails et lancer une pause de 5 secondes. La photographie qu'il a alors réalisée, Monolith The Face of Half Dome, montre la montagne se détachant d'un ciel noir d'encre, son visage éclairé par un soleil de midi éblouissant juste hors du cadre. Aujourd'hui, l'image n'est pas seulement l'une des plus belles œuvres d'Adams, mais c'est aussi une représentation emblématique de son process. Cette intention, cette visualisation va marquer un véritable tournant dans la vie et la carrière d'Adams. Vous ne prenez pas une photographie, vous la faites. Mais les techniques de l'époque ne lui permettent pas de réussir systématiquement à produire la photo qu'il visualise dans son esprit. Du coup, en 1930, avec Fred Archer, il développe un nouvel outil pour l'aider dans sa quête, le Zone System. Alors je ne vais pas forcément entrer dans les détails techniques, mais pour résumer, il faut savoir que les cellules qu'on utilise pour mesurer l'intensité lumineuse et donc définir les réglages de l'appareil, eh bien ces cellules font une mesure moyenne de la luminosité de la scène à photographier. Du coup, si la scène est plutôt sombre, la mesure va nous pousser à augmenter l'exposition, mais du coup, on va perdre des détails dans les hautes lumières. A l'inverse, si la scène est plutôt lumineuse, la mesure va nous pousser à réduire cette exposition, et là, c'est dans les ombres qu'on va perdre les détails. Pour résoudre ce problème, le Zone System va tout simplement définir 10 nuances d'intensité lumineuse, allant du noir absolu au blanc pur et avec le double de lumière en plus ou en moins entre chaque nuance. Adams et Archer définissent aussi que pour garder du détail, il ne faut pas quitter l'intervalle allant de la zone 2 à la zone 8 et pour avoir de la netteté et de la texture, il ne faut pas dépasser l'intervalle allant de la zone 3
à la zone 7, en sachant que le gris moyen était représenté par la zone 5. Bref, en se basant sur cet outil, on peut définir sur quelle zone de l'image on doit faire la mesure d'exposition pour garantir que l'on puisse garder les détails et les textures que l'on souhaite véritablement garder au développement de la photo. Pour être plus concret, si on prend comme exemple une des photos les plus iconiques d'Adams. Alors grosso modo, parce que je ne suis pas forcément expert dans la technique, si je visualise la photo dans mon esprit, que je sais que je veux garder du détail dans les nuages, mais aussi dans les arbres. Les nuages doivent alors être en zone 8 et les arbres en zone 2. Du coup, il ne me reste plus qu'à trouver une zone plus claire que les arbres et plus sombre que les nuages, qui va représenter la zone 5 et je vais faire ma mesure d'exposition sur cette zone. Par la même occasion, on sait que du coup tout ce qui va être plus lumineux que les nuages, comme ça ou ça, ce sera cramé, et que tout ce qui sera plus sombre que les arbres, comme ici ou là, ça sera trop noir pour avoir du détail. Alors il faut aussi savoir que cette technique déborde sur le développement. Si Adams sur le terrain ne pouvait pas obtenir exactement ce qu'il voulait, il se le notait et il continuait le travail au développement en obscurcissant ou en éclaircissant certaines zones de la photo à l'aide de filtres ou de masques. C'est ce qu'on appelle la technique du dodge and burn. Attends, mais c'est pas un truc qu'on fait avec Lightroom ça? Si, c'est exactement ça. En 1930, le mec avait inventé Lightroom. Ah ouais, quand même. Grâce à cette méthode, on retrouve dans chaque photo d'Adams toutes les tonalités allant du noir absolu au blanc pur, créant ainsi un look dramatique si cher à nos réseaux sociaux. En 1930, il va également faire la rencontre de Paul Strand, qui va le pousser un petit peu plus dans la straight photographie. Ce mouvement, à l'opposé du pictorialisme, désigne en fait un style de photographie tentant de dépeindre une scène de façon réaliste et objective, recherchant un maximum de détails et de textures et renonçant à toute manipulation comme le flou d'arrière-plan par exemple. Cette recherche permanente de précision et de détails va mener Adams à créer avec son ami et collègue Edward Weston le collectif F64 en 1932. Le nom de ce collectif fait référence à la plus petite ouverture possible sur un appareil photographique, ouverture permettant alors d'avoir une immense profondeur de champ et donc des détails du premier au dernier plan. Ce groupe de photographes de la côte ouest des États-Unis va avoir à cœur de saisir le monde d'une manière complètement inédite en se détachant des règles classiques. Ils préfèrent par exemple la verticalité au format horizontal plutôt classique. Ils s'essayent à de nouveaux points de vue avec des contre-plongées, des reflets, des miroirs. Ils prennent pour sujet des objets banals du quotidien, des paysages ou de l'architecture, contrairement aux photographes européens pour qui la photo doit avoir absolument un message social. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce clivage vaudra même à Adams et Weston une petite pique d'Henri Cartier-Bresson, excusez du peu, qui a dit, et je cite, « Le monde tombe en morceaux et toutes les photos d'Adams et Weston sont des rochers et des arbres. » C'est cadeau. Mais il s'avère que ces rochers et ces arbres, Adams les affectionne particulièrement, car il sent qu'avec les différentes crises économiques de son époque, les espaces sauvages ne sont plus une préoccupation majeure et qu'ils disparaissent petit à petit sous la pression de l'urbanisation. Il veut retranscrire alors dans ses photos la force et la puissance imposante et unique de ces paysages, et pour cela, il a quelques ficelles. Alors déjà, pour avoir de grands négatifs et avoir un maximum de détails dans ses photos, il va utiliser principalement des appareils moyen format 6x6 et grand format 4x5. Attends un peu là, 6x6 donc carré et 4x5. C'est pas les dimensions des publications Instagram ça? Si, c'est ça. Badass. Ensuite, il va par exemple travailler ses compositions pour avoir la ligne d'horizon assez haute dans la photo et du coup donner une sensation d'immensité à la scène. Il va aussi jouer énormément sur les plans et leur superposition pour créer des effets de profondeur et également jouer avec les lignes pour donner à ses photos une dynamique unique. Véritable bourreau de travail, son expertise technique et son sens artistique aigu vont atteindre un tel niveau qu'il deviendra très rapidement consultant principal pour les marques Polaroid et Hasselblad et qu'il publiera 10 manuels techniques qui aujourd'hui encore sont des ouvrages de référence. Mais en plus d'être photographe, Adams était aussi et surtout un amoureux de la nature. Il va s'engager publiquement dans ce sens entre 1950 et 1960 et ainsi lancer avec Nancy Newhall et Rachel Carson le premier mouvement citoyen environnementaliste des États-Unis. Il va également fortement influer sur l'adoption en 1964 du Wilderness Act qui permet aujourd'hui encore la préservation de près de 429 000 km² de territoire sauvage aux États-Unis. Alors finalement, même s'il n'a jamais fait de photos dans ce sens, son œuvre a énormément servi son propos environnementaliste et son discours résonne aujourd'hui avec encore plus de force
face aux différents défis environnementaux qui nous attendent. Ansel Adams est mort en 1984 à l'âge de 82 ans. Il aura voué sa vie à la création et surtout à l'intention en photographie et nous lègue un patrimoine photographique extraordinaire. Ces photos prises il y a presque 100 ans pour certaines inspirent et influencent encore aujourd'hui, et parfois inconsciemment ou indirectement, quelques-unes des 1,8 milliard de photos qui sont publiées chaque jour sur nos réseaux sociaux. Mais ce qu'il serait alors vraiment intéressant de savoir, c'est combien de ces milliards de photos ont été pensées et visualisées avant le déclenchement, comme pouvait le faire Ansel Adams. Après, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur le travail d'Adams, je vous invite fortement à vous rendre dans votre librairie la plus proche, si elle est ouverte, pour vous délecter de l'un de ses nombreux ouvrages. Sur papier, c'est toujours mieux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous jeter sur le pouce bleu et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, sauf si vous regardez cette vidéo en mars, dans ce cas-là, je vous souhaite un très joyeux mois de mars. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, sortez, prenez des photos et surtout prenez soin de vous. Ciao!